Et bonjour à tous, vous êtes sur G d'interview. Et aujourd'hui, il va être temps de sortir votre table de Ouija, car on va parler avec les fantômes. Et surtout, on va parler d'un jeu, le cabinet des murmures, avec son auteur, Monsieur Mathias. Salut! Eh ben, déjà, merci d'être présent avec nous en cet après-midi pour parler de ton jeu. Merci à Si toi surtout de me recevoir. Bon, alors là, j'avoue que c'est vraiment une grosse curiosité de ma part, hein, parce que le jeu m'intéressait beaucoup. J'ai pas réussi à trouver de live play et ça a continué à me titiller. J'ai vu qu'il y avait énormément d'excellents retours, donc je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas faire au plus simple? Demandons directement à son auteur. Je pense que ça sera le mieux placé pour m'en parler. Pour commencer, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors, je suis Mathias Haddad, je suis l'auteur du Cabinet des Murmures. Dans l'univers des jeux de rôle, j'ai déjà été un petit peu auteur il y a quelques années sur un jeu qui s'appelait Capharnaüm, qui était édité par les Dead Crows et légèrement, un tout petit peu aussi sur Amnesia de K51 qui était aussi, chez Dead Crows et je suis aussi illustrateur. C'est-à-dire que j'ai fait pas mal, d'illustrations, pendant la première décennie des années 2000, notamment sur Patient 13, Warsaw et encore d'autres jeux. BIA aussi. Est-ce que tu te rappelles quel était le premier jeu de rôle auquel tu as joué? Et si oui, est-ce que c'était une bonne partie? C'était une super partie et c'était il y a très longtemps. Ça devait être, dans les années 80. J'étais en colonie de vacances et je devais pas avoir plus de 13 ans, quelque chose comme ça. Et c'était une partie de l'Appel de Cthulhu, qui a été jouée, sous la tente avec, des lampes torches et c'était vraiment chouette parce qu'il y avait, l'ambiance extérieure, dehors et le fait d'être dans le noir finalement pour jouer, donc on jouait à 3 et alors c'était la maison Corbit, le scénario de base de Cthulhu, vraiment de base, mais c'était un super, super souvenir. Et c'est vrai qu'en plus c'est un bon scénar, mais par contre à 13 ans, vous avez commencé sur du dur, Je sais pas trop en fait, je crois que c'est surtout un jeu d'ambiance, Cthulhu donc c'est sûr. le côté technique, on peut l'oublier assez rapidement. Je veux dire que moi, c'est pas un scénario que j'adore. Enfin, je le relis en tant que conteur ou meneur. Je trouve qu'il est un tout petit peu faiblard, mais en fait, pour débuter, je trouve finalement, il était bien, quoi. Enfin, c'est très simple, très basique, mais en même temps, on peut, caler dedans tous les effets de jump scare, par exemple, ou d'ambiance un peu chouette qu'on a envie de mettre autour de la table de jeu. Heu, donc c'était, ouais, on était tout jeunes, on était tout gamins. Et après avoir joué, à ça, moi j'ai commencé avec la boîte rouge de Donjons& et Dragons, donc la boîte rouge, de DD, en MJ, à peu près dans la même tranche d'âge et là, c'était un petit peu plus compliqué. Ça s'est pas très, très bien passé, on n'arrivait pas enfin moi j'arrivais pas en tant que MJ à retranscrire, l'ambiance d'un univers médiéval fantastique, à cette époque-là. Heu et les joueurs étaient peut-être un peu trop jeunes. Du coup, on s'est un peu planté sur cette première partie, que j'ai menée. On a recommencé un peu plus tard et là, on a commencé une campagne qui a duré quelques années. On jouait très, très souvent, aussi bien, le mercredi après-midi que le samedi, le dimanche, c'était vraiment un peu une orgie, de jeux de rôle, mais on était très jeunes et on avait du temps et avoir du temps, c'est utile en jeu de rôle. Mais Et en c'était, plus avoir du non, temps c'était en même temps pour tout le monde, tout le monde sur les ouais, mêmes c'est horaires, ça. c'est super pratique, hein. Bah, quand tu es en classe avec d'autres gamins, forcément, tu sais exactement quand tout le monde est dispo, en fait, c'est assez simple et puis comme on vivait, dans une banlieue pavillonnaire, où finalement, en dehors de se voir les uns les autres, il y avait pas grand-chose à faire, c'était chouette de pouvoir se réunir régulièrement autour de ça et puis de découvrir tout ça en même temps. En fait, on était, tous au même niveau, tous avec nos mêmes, univers, imaginaires. C'est vrai qu'on avait une culture en commun à l'époque, ça pouvait être des films comme Willow, parce qu'il n'y avait pas encore Le Seigneur des Anneaux à l'époque, qui servait un peu de référent, Conan, enfin ce genre de choses, quoi et puis, on faisait pas le tri, on mettait tout dans la campagne. Il y avait du Elric, il y avait du Donjon pur, du Dragonlance, c'était vraiment un grand mix, mais c'était très chouette. Très, très chouette. Quels ont été pour toi les jeux qui t'ont vraiment marqué, ceux auxquels tu as joué un nombre d'heures qui est complètement inavouable? Alors complètement inavouable. Alors ce mot inavouable, je trouve que ça va très bien avec l'appel de Cthulhu. J'en ai pas fait des tonnes, hein, de parties de l'appel de Cthulhu. Par contre, celles que j'ai pu mener, ça a toujours été très gratifiant et très chouette.
Je trouve que c'est vraiment, le jeu, où on peut, évoquer plein de choses, jouer avec les tenants, de l'angoisse, et puis faire de la mise en scène. Je trouve que c'est vraiment chouette dans un jeu de rôle de pouvoir avoir un tout petit peu de mise en scène autour, d'avoir un peu de décorum, un petit peu de baisser la lumière par exemple, avoir une bonne musique derrière et Cthulhu ça s'y prête très, très bien. Après, un jeu qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, c'est Vampire la Mascarade. J'ai été, conteur pendant plus de 10 ans sur Vampire, donc plus de 10 ans bien espacés, hein. C'était pas des parties, condensées et qui se suivaient de semaine en semaine, mais sur 10 ans, on peut voir, la enfin, tout ce que ce jeu offre comme possibilité et ce qui était, très intéressant, je trouve, avec, Vampire, c'était cette possibilité qu'il y avait d'aller puiser, dans toute la culture, gothico, indus qu'il pouvait y avoir dans les années 90 et la retranscrire directement en jeu. Il y a pas besoin de réinventer, en fait, on joue dans l'univers contemporain, donc il suffit de choisir un peu ce qui nous plaît et de pouvoir le réinsérer dedans. Juste comme petit détail, moi j'ai été, pendant un certain temps, membre d'un groupe de métal. Donc membre d'un groupe de métal et la musique, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, notamment les musiques dites extrêmes, de l'époque, des années 90. Donc métal, indus, electro body music, new wave, cold wave et ainsi de suite. Et c'était, je dois dire, la première fois que dans un jeu de rôle, on pouvait, importer en fait cet univers-là. Et c'était vraiment très, très chouette à faire. Et un autre jeu de la même gamme, donc du Monde des Ténèbres qui m'a beaucoup marqué, mais auquel j'ai jamais fait jouer et auquel j'ai jamais joué, c'est Wraith, The Oblivion, donc Wraith le néant, où on joue déjà des fantômes. Donc, dans Wraith, il y a, un univers visuel d'abord, il y a une, mélancolie, une thématique qui m'ont beaucoup titillé à l'époque où c'est sorti et par contre ce qui me gênait pour faire, des parties de Wraith, c'est que j'avais beaucoup de mal à comprendre ce qu'on devait faire jouer, en fait. Quel est le scénario type de Wraith? Et ça me paraissait pas clair du tout. Mais il y avait, dans Wraith des dispositifs qui étaient, super intéressants. Je pense notamment au principe de côté sombre. C'est-à-dire que dans Wraith, il y a toujours un joueur qui joue une partie de la personnalité du personnage d'un autre joueur. Et ça, même si ça me paraissait très compliqué à mettre en œuvre à la lecture, bah, c'est quelque chose qui a peut-être un peu influencé ce que j'ai fait dans le Cabinet des Murmures, où on joue collectivement un seul personnage. Alors c'est vrai que j'y ai pas joué non plus, mais c'est vrai on en parle régulièrement. Il paraît que c'est un jeu qui est très difficile à jouer, tout simplement. Donc je pense que tu n'as pas été le seul à être un peu bloqué par le postulat de base du jeu. Ah, On ça sait ça pas trop où on déstabilise, va. mais ouais, qu'est-ce qu'on doit jouer là-dedans, quoi? Il y a cet univers en plus qui n'est pas forcément le monde des ténèbres, mais qui est une partie annexe au monde des ténèbres et puis oui, qu'est-ce qu'on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait entre fantômes? Bah, je pense que cette espèce de blocage sur Wraith, c'est aussi quelque chose qui m'a motivé dans, le cabinet des murmures à proposer, une solution de jeu où en fait on joue effectivement des personnages qui sont morts, donc des revenants, des fantômes, mais qui ne vont pas, se contenter d'exister dans un univers de mort, mais qui au contraire vont interagir avec le monde des vivants. C'est-à-dire que moi, dans ma préoccupation de game design, c'était comment faire pour que, les joueurs, tout en jouant des fantômes, puissent passer la partie entière à interagir avec des PNJ, du monde réel, avec, des situations du monde réel et ne soient pas dans leur petit univers à eux, réduits à, des préoccupations qui les concernent uniquement. Bah, justement, ça, cette préoccupation-là, elle vient du blocage que j'ai pu avoir avec Race. Est-ce que tu es plutôt un joueur de campagne ou un joueur de one shot? Moi, j'aime bien les 2 en fait. J'aime bien les campagnes, j'aime bien les one shot. Après campagne, je pense que ça regroupe plusieurs choses. Il y a les fameuses campagnes qu'on joue pendant 10 ans, 20 ans, où c'est toujours les mêmes personnages et on avance de scénario en scénario et où il n'y a pas forcément un fil conducteur très solide. C'est pas pour moi, c'est pas un problème, mais il se trouve que plus on avance dans l'âge, plus on vieillit et moins on a le temps, de faire ce genre de choses. Donc moi, ce que j'aime beaucoup aujourd'hui, c'est, ce que j'appelle personnellement des campagnes courtes. C'est-à-dire des campagnes où il y a effectivement plusieurs scénarios,
et on va avancer d'un scénario à l'autre, mais pour arriver à un point final. Là, je suis par exemple en train de jouer, en tant que joueur à la campagne, Néphilim, Constellation, si je dis pas de bêtises, qui est conçue comme ça. C'est-à-dire il y a un début, il y a une fin et on enchaîne plusieurs scénarios pour arriver à la fin. Après sur les one shots et d'ailleurs c'est une chose qui est proposée en fait, qui est même mise en avant dans le cabinet des murmures, je trouve que l'avantage, c'est qu'on va pouvoir, notamment si on joue avec des prêts tirés, impliquer un peu plus les personnages dans l'intrigue. C'est-à-dire qu'on va, pouvoir, utiliser le passé des personnages, utiliser leurs particularités, et faire en sorte que ce soit relié à ce qui va se passer. Ça va pas juste être des connaissances des personnages qu'on connaît, des PNJ qu'on connaît, auxquels on va pouvoir faire appel. Peut-être que les PNJ qu'on connaît, bah, cette fois-ci, ça va être justement les principaux protagonistes, du scénario, de la campagne. Heu et cet aspect-là, je le trouve intéressant parce que, sur ce one shot là, en fait, on n'a pas à se poser, sur ce type de one shot, on n'a pas à se poser, toute la question de la création, parfois laborieuse et parfois un peu longue, d'un passé ou d'un vécu, de personnage et finalement on va en utiliser un dixième. Moi j'aime bien justement quand c'est des one shot, le fait de pouvoir tout de suite avoir, un lien, des rapports avec ce qui va se passer dans l'intrigue et du coup ça aussi dans la structure des scénarios du Cabinet des Murmures, c'est quelque chose qui est très présent. Bah, du coup, ça m'enchaîne sur ma prochaine question. Est-ce que tu préfères les personnages pré-tirés ou créer les personnages? Alors moi, je suis MJ en général. Alors pas tout le temps, je suis joueur à Néphilim actuellement, mais très, très souvent je suis MJ. J'ai pas de préférence, mais ça va dépendre des situations dans lesquelles on joue. Si je sais que je vais jouer 4, 5 fois et qu'on n'aura pas le temps de faire plus que ça, je pense que ça peut être très intéressant, d'écrire, des personnages à l'avance en fait, de pas forcément les créer. Après si la situation est différente, si on a le temps, si on peut faire une vraie longue campagne par exemple, bah, là autant se faire plaisir et faire sa propre création. Mais je dois dire que le fait d'avoir des prêts tirés, c'est quelque chose qui fait gagner beaucoup de temps et qui peut rassurer aussi, les joueurs lorsqu'on a des joueurs qui sont débutants. C'est parfois très compliqué de se retrouver face à une fiche de personnage vierge, bah, c'est un peu le syndrome de la page blanche, hein, et de devoir imaginer, déjà choisir des caractéristiques et ainsi de suite et imaginer un passé. C'est bien quand on a un petit peu de bouteille. Par contre, quand on débute, souvent, c'est un tout petit peu, plus compliqué et je trouve que le fait d'avoir des prêts tirés, ça peut éviter, de tomber dans ce petit écueil. Alors du coup, tu nous as dit que tu maîtrisais la majeure partie du temps, mais est-ce que tu préfères maîtriser ou jouer? Alors, dans l'absolu, je préfère maîtriser, mais je commence maintenant, alors que j'ai déjà été joueur pendant très longtemps, à apprécier de plus en plus le fait d'être joueur. Hem, Pourquoi? Parce que, je pense que, les gens à qui je joue sont des gens qui ont de la maturité, qui ont joué pendant de longues années, qui ont mené aussi pendant de longues années et qui, par conséquent, proposent des choses qui sont bien faites, bien calibrées, et qui vont, tourner. La partie de Né de les parties de Nephilim que je fais actuellement, elles sont très, très bien, par exemple, voilà, globalement, maintenant je suis plutôt à l'aise en tant que joueur, même si je l'ai déjà été par le passé, mais c'est souvent avec les mêmes personnes. Après, dans l'absolu, j'aime beaucoup, maîtriser, c'est quelque chose qui me plaît. Le fait de mettre en scène, un scénario, une histoire, je trouve ça passionnant en fait. C'est pas le fait de tirer les ficelles, hein, c'est juste d'avoir anticipé les choses et de les voir se dérouler devant soi avec en plus la participation des joueurs. Heu, C'est-à-dire qu'on a une image mentale de ce qui va se passer, puis après on a la réalisation, de ce qui se passe et ça peut diverger, ça peut être exactement ce qu'on a prévu, ça peut être, quelque chose qui va, interroger à un moment donné et je trouve que ça, c'est très, très intéressant de poser des briques sur le sol et de voir ce que les joueurs vont faire avec. Ça me passionne. J'aime bien aussi, créer mes scénarios. Je le fais pas systématiquement, mais j'aime bien ça. Donc, imaginer une intrigue et puis la voir se dérouler, c'est quelque chose, là encore, de passionnant et bah, peut-être aussi parce que je suis formateur. Je sais pas si alors, je vais juste faire cette parenthèse-là. Je suis graphiste dans la vraie vie, mais je suis aussi formateur. Je J'anime des formations autour des logiciels de graphisme. Mais, si je suis devenu formateur, c'est peut-être à cause du jeu de rôle et ce que j'aime dans la formation, c'est les choses que j'aime en tant que MJ. C'est, le fait d'être face à un groupe
et par rapport à ce groupe, réussir à maintenir l'intérêt de tout le monde et à faire en sorte que chacun participe dans ce qui se passe. Et bah, justement, ces 2 prérogatives-là, maintenir l'intérêt et faire en sorte que tout le monde participe, bah, c'est quelque chose que j'ai essayé d'insuffler, dans le cabinet des murmures. Il y a un dispositif de jeu qui est un peu particulier, mais qui fait, que tous les joueurs sont concernés tout le temps et il faut, que personne ne soit mis sur le côté. Chaque personnage, chaque joueur doit avoir la même importance que les autres et tout le monde participe. Bah, ça, c'est des choses qui sont pour moi des choses qui comment dire? Qui viennent de ma conception du rôle de MJ. Je veux faire en sorte que tous les joueurs puissent participer et que personne ne s'ennuie à aucun moment. Donc voilà, par rapport au rôle de MJ, je pense que j'ai fait le tour, j'ai peut-être oublié des trucs, mais globalement, c'est les raisons pour lesquelles j'aime beaucoup en tout cas, je sais pas si je préfère, mais j'aime beaucoup être meneur. Donc maintenant, on va rentrer dans les domaines un peu bizarres. Si tu souffrais d'une terrible malédiction qui ne te permettait de ne jouer plus qu'à un seul jeu de rôle et qu'il ne serait impossible d'en faire un nouveau et d'en créer des parallèles et que ça ne serait pas le tien, lequel ça serait? Mais c'est horrible. N'est-il pas? Mais c'est atroce cette question, je sais pas du tout. En plus, je j'ai pas du tout réfléchi à ça. Si je devais garder qu'un seul jeu de rôle, waouh, j'hésite. Peut-être Cthulhu parce que tu sais très bien, Tu prends si Cthulhu et tu dois faire t'adaptes. jouer exactement, si tu dois faire jouer à autre chose, bah, tu prends Cthulhu et tu adaptes. Là, c'est la réponse de facilité. Ouais, Cthulhu, c'est vraiment très bien. Après, on peut jouer à Cthulhu sans les règles de Cthulhu, je pense que c'est un principe Cthulhu. On va avoir des joueurs qui sont pas du tout sûrs, que leur personnage survive et il va falloir, leur faire peur et ça, je pense qu'on peut jouer à Cthulhu qu'avec ça. On n'a pas besoin du BRP, on n'a pas besoin de Cthulhuac, même si Cthulhuac est très bien et le BRP a fait ses preuves. Mais voilà, Cthulhu, pour moi, c'est plus un concept que des règles. Donc si je dois garder un jeu, ce serait peut-être Cthulhu. Même si j'aime bien les bons vieux trucs, hein, Donjon, j'adore. Là, je m'intéresse à nouveau à Cyberpunk. Donc ouais, ouais, on va dire Cthulhu pour répondre. Quel jeu conseillerais-tu pour débuter dans le jeu de rôle, en dehors du tien bien sûr? Alors, pour débuter dans le jeu de rôle, là, c'est une vraie question parce qu'il y a de plus en plus de jeux qui se posent cette question-là. Comment faire en sorte que des joueurs puissent débuter? C'est alors déjà, il faudrait que j'ai une connaissance encyclopédique de ce qui existe, notamment aujourd'hui en jeu de rôle. C'est pas forcément le cas. Moi, je Après, c'est pense vraiment que ton avis à toi, hein, je ouais, ouais, n'aime mais pas... même là-dessus, bah, on pourrait dire Cthulhu en tant que joueur, pas forcément en tant que MJ et j'ai l'impression que je vais répondre Cthulhu à chaque fois. Par contre, parce que c'est simple en fait. Ouais, la raison c'est ça. Même Donjon qui a été, plutôt simplifié dans la V5, me semble parfois un peu compliqué, Ah, c'est à vrai que assimiler Cthulhu, avec le pour système Chaosium indécent, on voilà comprend instantanément comment ça fonctionne, même si on veut s'arrêter aux ouais, puis mécaniques. c'est très, très facile et puis même, enfin, il y a des règles que tu peux complètement ignorer. Tu peux ne pas jouer, la santé mentale, tu peux juste l'évoquer, enfin, c'est pas très compliqué à comprendre pour un joueur. Après, je sais pas, il faudrait que je connaisse un peu mieux les choses comme, Chroniques oubliées par exemple, mais je suis pas assez spécialiste. Ah oui, bah si, il y a ce que fait, oui, il y a tout ce qui est, donjon simplifié, notamment pour un jeune public. Alors je vais pas, citer de titres, maladroitement, mais, je pense notamment au jeu, du Grumpf, qui, parfois s'adresse à un très jeune public, et à mon avis, il y a des choses à puiser là-dedans. Alors, c'est pas, des jeux, infantiles, hein, disons que c'est suffisamment simple pour être compris par un enfant. Mais par contre, il me semble que l'approche de simplifier les choses et d'avoir quelque chose qui peut se jouer rapidement, elle est intéressante. En revanche, je suis pas certain que ce soit si facile que ça pour le MJ. En tout cas, pas de prime abord pour un MJ débutant. Heu, Quand tu me disais: «Sauf mon propre jeu de rôle», bah, je trouve que mon jeu de rôle, malgré tout, est un bon moyen de faire commencer des joueurs débutants, mais ça s'adresse à des MJ un petit peu expérimentés. Quelle est la meilleure chose à propos du jeu de rôle, et donc j'en veux qu'une seule? Le fun. Le fun, vendu. Le fun, mais je vais t'ajouter un deuxième mot quand même. Ce deuxième mot, c'est ensemble. C'est de pouvoir jouer ensemble. De pas Alors là, c'est compliqué avec le coronavirus, mais ce qui me semble intéressant dans le jeu de rôle et je pense que c'est ce qui fait notamment,
le succès, du renouveau du jeu de rôle actuellement, c'est, par rapport à des choses comme le jeu vidéo où tu joues en étant relié à d'autres personnes, mais à distance. C'est que le jeu de rôle normalement, ça se joue avec des amis, en présence de ses amis et ça, c'est vraiment chouette. Ça permet, je trouve, de développer, de belles amitiés ou en tout cas d'être bien dans un rapport, social, agréable et fun. Voilà. Je pense qu'il est quand même temps qu'on parle de ton jeu en lui-même, hein, donc le Cabinet des Murmures, Ouais. qui sort ce lundi chez les 12 singes. Ouais, Donc, est-ce normalement, il est dispo en boutique à distance, donc sur le site des 12 singes à partir du 18. Je crois que les boutiques peuvent l'acheter depuis hier, il me semble et voilà, puis après la disponibilité en boutique, ça va dépendre des boutiques aussi. Il faut qu'elles l'achètent et qu'elles le reçoivent. Donc si vous voulez l'avoir en boutique, précommandez auprès des boutiques, comme ça vous êtes sûr de l'avoir vite. est-ce que tu peux quand même nous présenter le jeu en quelques mots pour ceux qui ne sauraient pas du tout de quoi ça parle? Donc le cabinet des murmures, si je dois faire un pitch elevator comme on dit, c'est-à-dire un résumé rapide, c'est un jeu où on joue des esprits, c'est-à-dire des fantômes, qui habitent tous le corps d'un seul et même médium et ça se passe dans un 19e siècle uchronique où la France domine l'Europe et par conséquent le monde. Pour ceux qui se poseraient déjà la question, est-ce que c'est un jeu qui est plutôt orienté one-shot ou un jeu qui est orienté campagne? Le jeu propose d'abord des one shot mais laisse la possibilité de faire des campagnes. C'est pas, on n'est pas contraint par le one shot. Par contre, c'est vrai que c'est, pour l'écriture de la plupart des scénarios, on a pris l'optique one shot. Après, il y a un petit twist dans les règles qui vous permet d'utiliser toujours les mêmes esprits d'un scénario à l'autre. Mais à la base, chaque scénario, sauf celui du livre de base, mais pour tous les autres, vont à chaque fois proposer, 4 pré-tirés. Alors, c'est pas pré-tiré complètement, c'est-à-dire que les joueurs décident de leurs caractéristiques. Par contre, les historiques des esprits, donc des PJ, sont déjà établis. Donc il y a un peu les 2. Rapprocher ça de ce qu'on a, par exemple, dans Alien, le jeu de rôle qui est sorti, il y a 1 mois, je crois, où on a 2 modes, le mode cinématique où c'est du one shot et le mode, je sais plus comment ils l'ont appelé, mais un mode de campagne où on peut enchaîner, scénario avec les mêmes PJ. C'est soit l'un, soit l'autre, mais c'est vrai que le type de jeu qui est mis en avant, c'est plutôt le one shot. Du coup, je me pose la question, comme les personnages ont l'air d'être très très importants au niveau du scénario, si on n'a pas une table pleine, est-ce que c'est gênant? Non, alors c'est pas gênant parce que, en fait, enfin, je vais parler pour moi, pour l'instant, il y a que mes scénarios qui sont publiés. Mais en tout cas, moi, la manière dont j'écris les scénarios, c'est d'abord le scénario et après, j'écris les pré-tirés et je relis les pré-tirés au scénario. Donc dans l'absolu, s'il manque un des esprits pré-tirés, c'est pas forcément grave. Heu, Simplement, il y a un minimum de lien qui est fait entre l'intrigue et les personnages, de manière à ce que, chacun puisse avoir, son moment, clé, dans le scénario et faire en sorte que chacun puisse se sentir impliqué. Mais c'est pas non plus, obligatoire d'avoir tout le monde, à chaque partie. En tout cas, à chaque scénar, on n'est pas obligé de le jouer avec la totalité des pré-tirés. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment t'en es venu à lancer ce projet de d'écrire le cabinet des murmures? Juste pour situer un peu le truc, moi j'ai commencé à penser au cabinet des murmures en 2000. Donc donc ça fait 20 ans que le projet du cabinet des murmures, se développait lentement, mais sûrement jusqu'à aboutir. Alors comment j'en suis venu là? En fait, au début des années 2000, en 2000 en l'occurrence, j'avais envie d'écrire un jeu de rôle. Ça faisait partie de mes souhaits, vous savez quand on est ado et qu'on a envie, de faire plein de trucs, de chanter dans un groupe, de faire un film, d'écrire une BD ou d'en dessiner une et pourquoi pas de faire un jeu de rôle, bah, ça faisait partie de cette liste-là, faire un jeu de rôle et à l'époque, moi je jouais à quoi en 2000? Bah, je crois que je jouais pas à grand chose sauf à Vampire. J'étais meneur à Vampire et par contre je me faisais, la réflexion à l'époque que lorsque j'étais joueur, il y avait parfois des moments où je décrochais du jeu ou alors, où je me sentais moins impliqué ou j'avais l'impression qu'il fallait attendre assez longtemps avant que ce soit mon tour pour intervenir dans l'histoire
et c'est des éléments qui sont communs à la grande majorité des jeux de rôle. C'est pas grave en soi parce que chacun participe à l'histoire, mais moi qui étais habitué à être meneur et à avoir tout le temps quelque chose à faire, tout le temps une réaction à avoir, le fait de devoir à un moment donné passer mon tour et patienter, c'est quelque chose qui me sortait un petit peu de l'immersion, et je me posais la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte de renforcer justement ce sentiment d'immersion, heu, pour les joueurs, même quand c'était pas à eux d'agir, et je me posais plein de questions, en fait, et parmi, les différentes options que j'avais trouvées, il y avait, notamment le fait d'avoir pour chaque, joueur, un PJ qui avait en lui plusieurs personnalités, et selon la situation, bah, il pouvait faire appel à telle ou telle personnalité. Donc c'était pas mal, ça répondait à une partie de mes préoccupations. En revanche, je me suis aussi rendu compte que ça n'éliminait pas le problème des temps morts, vu que chaque joueur devait quand même passer après les autres, et puis ça pouvait même, intensifier en fait les problèmes que j'avais, identifiés. Donc à partir de là, j'en suis arrivé à une autre, réflexion, et c'était de faire l'inverse, c'est-à-dire d'avoir un PJ par joueur, mais de leur donner qu'un seul corps. De manière à ce que, tous les PJ aient, tous en même temps, leur propre corps en situation dans le jeu, vu qu'ils partagent le même. Donc c'était ça, la première réflexion. Après, la deuxième réflexion, c'était à quoi ça correspond? Qu'est-ce qui pourrait justifier, dans un jeu, dans un univers, le fait que certaines personnes possèdent plusieurs personnalités en elles? Alors il y avait forcément 2 options, le trouble des personnalités multiples, comme on l'a vu dans certains films, comme Split par exemple, ou, dans certaines BD ou séries adaptées de BD. Dans Doom Patrol, il y a le personnage de Jane la Folle, Crazy Jane, qui possède plusieurs personnalités, donc ça, c'était une possibilité. La deuxième possibilité, c'était ce que j'ai fait finalement, c'est-à-dire, partir sur le principe d'un médium qui a en lui des personnalités, mais qui ne sont pas forcément les siennes, qui sont des personnalités indépendantes, qui sont des esprits qui l'habitent. Donc une fois qu'on s'est dirigé, enfin, que je me suis dirigé vers le principe de médium, le choix d'un 19e siècle comme cadre de jeu s'imposait un peu. Le meilleur, la meilleure époque, le meilleur univers pour des médiums, à mon avis, c'est le 19e siècle, et donc j'ai commencé à me documenter, en fait, sur le 19e siècle parce que j'y connaissais pas grand-chose. Heu, c'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à écrire ce jeu, et finalement, j'en suis arrivé à une conclusion, c'était que pour pouvoir avoir les mains libres dans ce 19e siècle et pouvoir imaginer, tout type, de scénario, pouvoir mettre du fantastique, pouvoir mettre un peu de steampunk, pouvoir chambouler, la timeline, de ce 19e siècle, la solution la plus simple finalement, c'était d'avoir un 19e siècle qui soit pas le vrai 19e siècle, mais qui soit une uchronie, dans laquelle les codes ne sont pas forcément exactement ceux qu'on connaît, et c'est comme ça que j'en suis arrivé à décrire finalement ce que j'appelle l'Europe des aigles, qui est, donc l'univers dans lequel se passe le jeu. Une uchronie où Napoléon Ier a vaincu, la Russie, puis, l'Angleterre. La France a colonisé, une partie de l'Angleterre, donc des départements, de Grande-Bretagne, et occupe la place que la Grande-Bretagne occupe dans notre vraie réalité. Donc dans l'Europe des aigles, en 1880, c'est Napoléon II qui est en train de terminer son règne. La France domine politiquement et militairement l'Europe et la majorité du monde, et dans cet univers un peu différent, on va avoir des luttes de pouvoir entre différentes factions, des factions politiques, des factions un peu cachées, un peu occultes, donc des sociétés secrètes, et des tensions entre les États, entre les empires. L'Europe des aigles, les aigles, ce sont les dirigeants de ces différents empires ou royaumes qui sont en tension les uns contre les autres, et voilà, donc l'univers ressemble à celui qu'on connaît, mais avec des petites différences notables. Un léger développement en avance de la technologie, une présence un peu plus marquée, du fantastique, et voilà, mais voilà, la création du Cabinet des Murmures, ça a été un cheminement, long, qui a connu des pauses, qui a repris, et je pense que là, le résultat correspond vraiment à ce que j'avais envie de faire au début.
heu, mais avec, le temps qui a permis d'apporter, vraiment un bagage, à mon avis professionnel et visuel et riche en termes de contenu. Ah, je suis un peu fier, j'ai une espèce de fierté sur ce jeu. Je suis assez content du résultat, en fait. Je En suis même très temps, heureux. avec 20 ans de maturation, je pense que tu peux être fier de le voir abouti déjà. Ouais, ouais, bah, c'est ça, c'est un projet qu'on lance au départ en pensant que ça va prendre, quelques mois à faire et finalement, bah, ça prend des années, mais je pense que les années ont apporté, à mon sens, une vraie qualité au jeu, quoi. Et je parle de qualité intérieure, mais aussi de qualité visuelle parce que comme je suis graphiste, du coup, j'ai fait, conception visuelle du jeu, maquette, une partie des illustrations et ça aussi, bah, il fallait savoir le faire pour pouvoir faire quelque chose de bien et je pense que effectivement en 2020, le résultat est plutôt chouette. En tout cas, j'en suis très heureux. Du coup, je suppose que, vu le postulat du jeu, il y a une mécanique qui lui est très propre, hein. Tu n'es pas parti sur un système déjà existant, je suppose. Est-ce que tu peux nous Ouais, parler un peu de la mécanique du jeu? déjà, il y a plusieurs dispositifs un peu spéciaux dans le cabinet des murmures. Le premier, c'est que, chaque joueur possède un esprit, mais que tous les joueurs possèdent un seul corps. Donc, chaque joueur a sa propre fiche, la fiche d'esprit et en plus de la fiche d'esprit, il y a, sur la table, la fiche de corps qui possède les caractéristiques du corps. En plus de ça, il y a un élément qui est rare en jeu de rôle, qui est un plateau de jeu. Alors le plateau de jeu, il est fourni sous forme de poster dans le livre de base, mais il existe aussi à la commande sur le site des 12 singes sous forme rigide. Le plateau de jeu, en fait, représente, heu, l'arbre de vie de la cabale. Je ne sais pas si tu vois ce à quoi ça ressemble. C'est un ensemble de sphères reliées par des lignes et chaque sphère correspond à une énergie. Alors, il y a des noms en hébreu pour chaque énergie, mais il se trouve que chacune des énergies de l'arbre de vie, correspond aussi à une qualité de chaque esprit. Les qualités, c'est les caractéristiques. Donc les qualités, il y en a 10, tout comme il y a 10 sphères sur le plateau de jeu et au début de la partie, chacun des esprits, chacun des joueurs plutôt, positionne un jeton, qui est le sien, sur une des sphères. Alors pour savoir où se mettre, il utilise sa qualité la plus forte. Donc chaque esprit va avoir sa propre qualité la plus forte, donc pour chacun, pardon, un positionnement différent normalement sur l'arbre de vie. Si jamais 2 esprits ont la même, qualité, la plus forte, bah, l'un d'entre eux va choisir la deuxième qualité la plus forte qu'il peut avoir. Donc il y a un positionnement comme ça. Donc à quoi ça sert ce plateau? En fait, en positionnant comme ça son jeton, un joueur indique, le comportement qu'adopte son esprit à un moment donné. Par exemple, on peut être coordonné, on peut être savant, on peut être serein, on peut être charismatique, ouvert, autoritaire, intelligent, courageux ou sensible. Donc au fur et à mesure que l'histoire va avancer, chaque joueur peut déplacer son jeton sur l'arbre de vie pour dire, par exemple: «Je suis attentif» parce que j'ai l'impression qu'il se trame quelque chose, dans la scène où on se trouve et la fois d'après, s'agira par exemple d'interroger un PNJ, d'attentif, il va passer à charismatique. Donc on peut comme ça évoluer et montrer en temps direct sur le plateau quel est l'état d'esprit ou en tout cas le comportement de chaque esprit. Tous les joueurs font ça en même temps. Au niveau des actions, il y a une autre, particularité au jeu, c'est qu'il ne peut y avoir qu'un seul esprit qui va manipuler le corps. Les autres sont dans la tête de celui qui manipule le corps. L'espace mental dans lequel se trouvent ceux qui sont passifs, ça s'appelle le cabinet, donc c'est le fameux cabinet des murmures. Les esprits qui ne sont pas aux manettes du corps, donc la majorité d'entre eux sauf un, c'est ce qu'on appelle les murmures. Les murmures vont conseiller, les actions de celui qui manipule le corps. Celui qui manipule le corps, c'est celui qu'on appelle le comédien. Donc on a les murmures et le comédien, et les murmures conseillent le comédien, et le comédien prend la décision, des actions qu'il effectue avec le corps. Donc
il y a comme ça une répartition des rôles. Celui qui joue avec le corps et les autres qui observent et qui commentent. Chacun des esprits peut, réclamer le fait de devenir le comédien. C'est-à-dire que le rôle de comédien n'est pas constant au cours de la partie, il passe, de joueur en joueur. Un esprit peut passer de murmure à comédien et inversement. Pour résoudre une action, alors ça peut être une action physique ou mentale, donc si c'est physique, il faut être le comédien pour le faire. Si c'est uniquement mental ou une action, de perception, là on peut être murmure pour l'effectuer. Quand on doit résoudre une action, en fait, on lance autant de dés que, la valeur qu'on a dans une qualité. Donc la valeur, c'est jusqu'à 5. Normalement, on garde le dé qui a la plus haute valeur et à ce dé qui a la plus haute valeur, on va ajouter d'autres bonus qui, figurent sur la fiche d'esprit. Ces bonus, ce sont les aspects. Les aspects, il y en a 3. Ce sont, des aspects qui sont inspirés, des représentations de l'âme dans la culture juive. Donc ça va être, Nefesh, Roua et Neshama. Donc Neshama, c'est la partie intellectuelle de l'âme, Roua, c'est la partie instinctive de l'âme et Nefesh, c'est la partie animale, donc la plus proche du corps de l'âme. Donc on va ajouter au résultat du dé l'un de ces aspects, donc ça donne une valeur et à cet aspect, on va ajouter encore peut-être d'autres éléments. Parmi les éléments qu'on peut ajouter, il y a les acquis. Les acquis, ce sont des savoirs, donc l'équivalent des compétences, qui sont notés de 1 à 3, donc c'est des bonus. Il peut aussi ne pas y avoir d'acquis et on peut en plus ajouter, si c'est une action physique, l'un des attributs du corps, qui sont notés eux aussi de +1 à +3. Donc on va avoir comme ça le résultat d'un dé, plus un aspect, plus éventuellement un acquis et encore peut-être, un attribut de corps. On peut en plus ajouter au résultat, ce qu'on appelle du périsprit. Le périsprit, c'est l'enveloppe des esprits. C'est une espèce de fluide, dans le langage ésotérique, spirit, c'est ce qu'on peut appeler le fluide, mais le terme spirit, c'est périsprit et en fait, on a une jauge de périsprit, on peut dépenser des points autant qu'on veut. Chaque point dépensé donne un bonus de +1, mais attention, lorsqu'on arrive à 0 point de périsprit, un esprit cesse d'exister, il se dissout, il ne peut pas être reconstitué, il est mort une deuxième fois et cette fois-ci pour de bon. Donc ça, c'est le périsprit. Il y a une particularité qui est en rapport avec le plateau de jeu, c'est que selon le comportement qu'on a choisi sur le plateau de jeu, si, la qualité qu'on utilise correspond à la sphère sur laquelle on se trouve, c'est-à-dire le comportement qu'on a adopté, on a le droit, d'essayer d'obtenir ce qu'on appelle une embellie. L'embellie, c'est qu'au moment où on va jeter les dés, au lieu d'en garder un seul, on va faire le décompte des 6 et des 1. Si, alors les 6 et les 1, c'est nul. S'il reste, au moins un 6, on lui additionne les autres 6 s'il y en a et la valeur d'un autre dé. Donc ça permet de faire gonfler en fait le résultat. Le score devient beaucoup plus haut. En revanche, si on a plus de 6 et qu'on a un 1, l'action devient un désastre. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose de catastrophique soit pour les joueurs, soit pour les PNJ autour, soit pour le scénario et donc ça peut être dangereux, c'est une prise de risque de faire ça. Alors, il y a la possibilité d'annuler un désastre ou un échec, mais dans ce cas-là, on doit accepter un point de défaut. À côté des qualités, il y a aussi des défauts. Il y a un défaut pour chaque qualité. Donc on va accepter un point de défaut, pour le défaut en rapport avec la qualité qu'on a utilisée et on doit interpréter ce défaut pendant le reste de la scène, mais ça permet d'obtenir une réussite à la place de l'échec ou du désastre, pardon, qu'on avait obtenu. Alors au niveau des défauts, plus on va augmenter un défaut et plus il va se passer des choses. Si un défaut atteint le même niveau, la même valeur qu'une qualité, heu, au niveau de l'arbre de vie, donc du plateau, il va se passer quelque chose, c'est-à-dire que le joueur dont, le défaut atteint le niveau d'une qualité, va bloquer la sphère qui correspond. Ça veut dire qu'il n'y aura plus que lui qui pourra l'utiliser et il n'y aura plus que lui qui pourra obtenir des embellies avec la qualité qui correspond. Donc ça crée ce qu'on appelle de la discorde au sein du
du cabinet des murmures, en fait. Au-delà de ça, si le score continue à augmenter, c'est-à-dire qu'à force de faire des échecs et de compenser en acceptant des points de défaut, finalement, le défaut obtient le score maximum de 5. L'esprit qui a obtenu, ça, se retrouve avec ce qu'on appelle une corruption. Alors la corruption, ça va être, une sorte de difformité d'inspiration démoniaque. Ça peut être des cornes, des crocs, des sortes d'ailes qui vont, pousser, dans le dos de l'esprit et ces espèces de corruptions se manifestent au sein du cabinet. Donc les esprits voient l'un des leurs, changer, devenir, monstrueux, mais, là où c'est, plus embêtant, c'est qu'elles se manifestent aussi, lorsque l'esprit prend le contrôle du corps sur le corps. Donc tout d'un coup, quand l'esprit prend le contrôle du corps, bah, le pauvre corps se retrouve avec des crocs qui lui poussent, dans la bouche et du sang, qui remplit sa bouche, qui lui donne un aspect monstrueux et effrayant, notamment s'il y a des PNJ autour. Voilà, donc là j'ai fait globalement, la présentation du système et du système de résolution. Il y a des pouvoirs, chaque esprit possède, un ensemble de pouvoirs. Les pouvoirs sont attribués aléatoirement à chaque, début de partie. Ça veut dire que d'une partie sur l'autre, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes pouvoirs à chaque fois. Et petit détail, chaque jour de jeu qui passe, si un joueur veut échanger son pouvoir avec celui d'un autre, il peut le faire et s'il veut retirer un pouvoir, si, l'un d'entre eux lui plaît pas et qu'il aimerait en obtenir un autre, il peut tout à fait, relancer pour échanger son pouvoir contre un autre. Les pouvoirs sont déjà prédéfinis et l'intérêt de fonctionner de manière aléatoire, sachant que ça peut être soit, de scénario en scénario, soit de partie en partie. L'intérêt, c'est de pouvoir, essayer en fait différentes capacités et de pas être systématiquement avec les mêmes à chaque fois qu'on joue. Donc il peut y avoir aussi une répartition des rôles en fonction des pouvoirs que possède un tel ou un tel, sachant qu'on peut avoir vraiment, tout type de pouvoir, quel que soit le passé, ou le vécu, de l'esprit. Il y a juste un choix sur la quantité de pouvoir par rapport au niveau de puissance qu'on fait en amont, mais ensuite c'est aléatoire. Voilà, je pense que j'ai fait, globalement le tour du système. Voilà, est-ce que tu as des questions peut-être? Alors oui, du coup, j'en ai une qui me vient à l'esprit. Que, enfin, à part si ça spoil du coup le contenu du jeu, que devient l'esprit du médium, vu qu'apparemment c'est toujours les esprits qui le contrôlent. Ouais, bah, c'est une très bonne question parce que, en fait, c'est pas du tout un spoil, c'est quelque chose qui fait partie du jeu. Il y a 2 possibilités. La première possibilité, c'est, de considérer que l'esprit du médium, à partir du moment où les esprits arrivent en lui, est traité comme un esprit à part entière. C'est-à-dire qu'il est soumis exactement aux mêmes règles, il a les mêmes avantages, les mêmes problèmes que les autres esprits et fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que lui aussi doit réclamer le contrôle pour manipuler son propre corps. Ça, c'est la première option, c'est l'option par défaut, celle qui est proposée, globalement. Après, il peut être intéressant parfois de faire des scénarios où justement l'esprit du médium n'est pas là. Si on veut faire en sorte que les joueurs aient tout à découvrir de leur environnement, sans aucune aide de la part, du MJ, bah, le MJ peut décider que l'esprit du médium, au moment où les esprits, morts arrivent en lui, lui va se réfugier. Ah oui, si, ça c'est un petit point aussi important que j'ai oublié dans la description du système. Il peut se réfugier, comme les autres esprits d'ailleurs, dans ce qu'on appelle un jardin secret. Un jardin secret, c'est un petit espace mental, en plus du cabinet, dans lequel seul lui peut entrer. Les autres peuvent y venir, mais seulement avec son autorisation et dans laquelle, normalement, un esprit va retrouver des souvenirs. Mais voilà, donc le MJ peut dire: «L'esprit du médium n'est pas là, il n'est pas dans le cabinet, vous ne savez pas où il est» et les joueurs peuvent comprendre qu'en fait, il est dans son jardin secret et il y a des règles optionnelles qui permettent éventuellement de communiquer avec lui, comme pour l'amadouer et obtenir quelques informations, de sa part. Voilà, donc ça, c'est la deuxième option. Sur l'esprit du médium. Mais en général, dans un scénario du cabinet des murmures, l'esprit du médium va être joué comme les autres esprits. Est-ce que du coup il y a une notion de mort, étant donné que tu nous as dit que les esprits pouvaient disparaître totalement s'ils arrivaient au bout de leur jauge, mais Ouais. du coup comment ça se passe au cas où le corps du médium serait confronté à des problèmes inattendus? Enfin, est-ce que du coup il y a une Un vraie combat peur de par la mort exemple. dans le jeu? Oui, bah oui, le corps peut mourir et si le corps meurt,
bah, il y a plus de cabinet à habiter. Donc dans une situation comme celle-là, ça va dépendre de ce qui est prévu, par le scénario ou par le MJ. Soit on part du principe que les esprits, quittent le corps, auquel cas ils vont avoir un temps de latence où ils vont être encore présents, dans le monde matériel sans pouvoir agir dessus et en l'espace de quelques minutes, ils vont être aspirés vers, l'au-delà et dans l'au-delà, on ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, les joueurs ne savent pas ce qui se passe, le MJ le sait et en réalité, là je spoil un peu, il se passe des trucs pas très, pas géniaux pour les esprits dans l'au-delà. Donc il vaut mieux pas y aller. Mais donc ce serait la fin, du jeu, les esprits sont aspirés et disparaissent dans l'au-delà. L'autre possibilité, si, on part du principe qu'on va continuer à jouer avec les mêmes esprits, c'est qu'en fait, il y a d'autres personnes, dans l'univers du jeu, qui sont susceptibles de devenir des médiums. Et du coup, lorsque les esprits quittent le corps qui vient d'être tué, ils peuvent, à un moment donné, s'ils ont côtoyé avant ou s'ils sont à proximité d'un médium potentiel, ils peuvent tout d'un coup l'habiter. Et donc on change en fait de corps, tout simplement. Et les esprits restent jouables. Et là va se poser la question pour les joueurs, est-ce qu'on garde les mêmes esprits? Est-ce qu'on garde l'ancien esprit du médium pour le mettre dans ce nouveau corps? Et qu'est-ce qu'on fait avec l'esprit du nouveau médium? Donc on a le choix, en fait, c'est les joueurs qui décident, soit ils continuent à jouer leurs propres esprits, auquel cas l'esprit du médium peut être renvoyé, comme j'ai décrit avant, dans son jardin secret, ou alors, on peut échanger. Par exemple, s'il y a déjà des pré-tirés pour ce nouveau médium, ben, un joueur qui jouait, un tel peut décider de laisser tomber son précédent esprit pour, à la place, interpréter l'un de ceux qui sont pré-tirés, par exemple. Ou il peut même en créer un nouveau. Donc là, il y a des options qui sont possibles. Hem, Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, un esprit qui n'est plus joué ne disparaît pas forcément. Il va pas être détruit ou disparaître. On peut aussi considérer que lui aussi va dans son jardin secret. Et si un jour le joueur a envie de rejouer cet esprit-là, pourquoi pas, on peut le ramener à la table de jeu et le jouer à la place d'un autre. C'est tout à fait envisageable. Du coup, pour quel type de scénario est pensé le jeu? On est plus sur de l'enquête, on est plus sur de l'action, on est sur quelque chose d'un peu différent peut-être? Ça va vraiment dépendre de ce qu'a envie de faire le MJ. Si c'est un MJ qui a envie de faire de l'action ou de l'enquête, je pense que les 2 sont possibles. Simplement sur l'action, il faut faire attention, les pouvoirs des joueurs, enfin des esprits, sont assez puissants pour certains. En revanche, le corps est pas irré est pas, invincible. C'est assez facile d'être mis KO, on peut mourir assez facilement. Donc il faut, si on fait un scénario d'action avec beaucoup de combats par exemple, il faut anticiper le fait que le corps puisse mourir assez vite ou en tout cas, sur un coup de malchance. Mais c'est pas quelque chose qui est impossible, on vient d'en parler en fait, on a des options pour ça. C'est vrai que l'enquête, on a envie de faire de l'enquête dans un univers, 19e siècle, hein. On pense à Jack l'Éventreur, à tout ça, donc c'est vrai que l'enquête s'y prête bien, mais c'est pas obligatoire. Alors sur l'enquête, ce qui est intéressant par contre, c'est, que les esprits peuvent se retrouver à enquêter sur leur propre mort. Ils peuvent, essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Il y a un petit détail que j'ai pas forcément mentionné plus tôt, c'est que, quand les esprits arrivent, dans le médium, heu, ils se souviennent pas de tout. Par exemple, ils ne se souviennent pas de ce qu'il y a après la mort. Donc, ils se réveillent là tout d'un coup et ils ne se souviennent pas non plus forcément de tous les éléments de leur vie passée. Il y a des zones d'ombre et des zones d'ombre qui peuvent être assez, conséquentes. Et comme le médium et son esprit, lorsqu'ils reçoivent les autres esprits, ressentent une sorte de choc, c'est un peu spécial, eh bien l'esprit du médium, lui aussi, se retrouve avec des blancs, dans sa mémoire. Donc tous ces blancs, pour les esprits, ça permet notamment aux MJ, de leur proposer d'enquêter sur eux-mêmes. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Et de prévoir des souvenirs. Donc pour avoir un souvenir, on va dans le jardin secret, on dépense un point de périsprit et le souvenir, ça peut être un paragraphe qui peut être écrit ou raconté par l'UMJ qui va, ramener un pan du passé de l'esprit et peut-être que ce pan a un lien avec le scénario ou avec le contexte ou avec un PNJ ou avec un autre esprit. Donc ça permet de reconstituer petit à petit des éléments de l'histoire. Niveau inspiration, tu nous as parlé de Vriss, bien sûr.
La mécanique de plusieurs dans le même corps, moi, ça m'a un peu fait rappeler Tout le monde est John. Ouais. Quelles sont un peu quelles ont été tes inspirations pour le cabinet des murmures Tu me parles de Tout le monde est John et c'est vrai que, les réactions en général quand on fait le pitch, c'est, «Ah, c'est comme Tout le monde est John mais, en sérieux». Alors, c'est vrai que ça peut être un peu frustrant pour un auteur d'être systématiquement comparé à un autre jeu, mais, le fait est que c'est proche en fait sur le concept de base. Il y a effectivement une similarité, heu, un corps, plusieurs personnalités et on essaye d'avancer avec ça. Donc c'est vrai qu'il y a un lien. Après, quand, Tout le monde est John est sorti, en tout cas quand moi je l'ai vu passer, dans les années 2003-2004, quelque chose comme ça, moi j'étais un peu embêté, je me dis: «Merde, ça ressemble un peu à mon concept» et mon concept en fait, il vient pas de Tout le monde est John, même s'il y a des points communs. Il vient, de la description d'un jeu, heu, dont j'avais lu la chronique dans un casus belli et ce jeu, c'est un jeu qui s'appelle Chaotic, qui était en tout cas publié par Marquis Press. Alors le concept, c'est un petit peu what the fuck, mais c'est là que j'ai entendu parler pour la première fois d'un jeu où on avait tous les joueurs, enfin tous les PJ dans le même corps. Sauf que c'est un jeu où on joue des extraterrestres qui se transfèrent dans un corps humain et c'est un équipage de vaisseau qui dirige un corps humain. C'est un peu bizarre, mais c'est ça que moi qui m'avait permis d'imaginer que c'était possible. Après, il fallait juste trouver comment est-ce que je pouvais implémenter ça moi à ma manière. Donc effectivement, des jeux comme ça, alors il y en a d'autres, hein, il y a Bluebird's Bride, par exemple, plus récent qui fait quelque chose de similaire aussi. Je l'ai pas lu, mais il a l'air super beau ce jeu, et il y en a d'autres, sûrement. Mais au niveau du système, c'est un peu compliqué. Au tout début, c'était un système un peu à la White Wolf avec des D10. On a évolué, enfin j'ai évolué, jusqu'à arriver à un système à D6. Peut-être que sur le principe de base, c'est-à-dire d'avoir une qualité plus, un aspect, plus autre chose qui s'ajoute, à mon avis, et je vais parler de ça parce que je suis en train de relire, enfin de lire, Capitaine Vaudou actuellement. À mon avis, il est possible qu'il y ait une petite inspiration simulacre derrière. Même si au final ça se résout pas du tout de la même manière, mais le fait d'avoir décomposé comme ça entre qualité, aspect et d'autres éléments, il est possible que ce soit à un moment donné hérité un peu de ce qu'on peut trouver dans Simulacre. Mais je dois dire que, j'ai tellement retourné le système, une centaine de fois avant d'arriver à ce qu'on a aujourd'hui que, et en essayant de faire quelque chose de simple, surtout c'était ça l'objectif principal. Hem, et ben, ouais, peut-être qu'à la base c'était Simulacre ou White Wolf, un mélange des 2 peut-être. Ouais, Après, c'est vrai que je tu pense parles que de c'est ça. Simulacre, mais Simulacre, c'est vraiment un système qui. Bah, un petit peu comme Cthulhu, il suffit de l'expliquer et en 10 secondes à peu près, on a compris comment ça marche. Les joueurs font de même le système, alors que ça peut avoir l'air un petit peu compliqué quand on regarde de loin. Ah, et Bah, parce c'est d'une que alors si simplicité si incroyable. ouais, c'est plutôt simple, efficace et moi je préfère le Simulacre, de base que le Simulacre avancé en plus. Je trouve que, tel quel, avec la présentation et le système tel qu'il était, au tout début, enfin au tout début ou dans Capitaine Vaudou parce qu'ils ont, enfin Pierre Rosenthal a proposé, 3 versions du système dont une qui est très, très proche de la toute première version de Simulacre. Avec cette version très simple, on peut jouer très vite et moi c'est ce que j'ai voulu. J'ai voulu que pour les joueurs, ce soit pas compliqué. C'est-à-dire qu'on va juste, lancer des dés, faire des additions et on voit si on atteint ou on dépasse un seuil de difficulté. Bah, concrètement ce que j'ai fait dans le cabinet des murmures. Donc ouais, je pense que Simulac, ça a été une influence, importante, dans les années, 90 quand c'est sorti. Ça m'a montré qu'on pouvait faire simple et ludique. Il y a quelque chose de très ludique à repérer les pictogrammes et à essayer de les mettre ensemble. Donc voilà. Moi je pense que ouais, c'est entre White Wolf et Simulacre, si on devait qualifier ça. Du coup, est-ce que tu as des choses à ajouter sur le cabinet des murmures avant qu'on passe aux questions un peu plus diverses? Juste sur des choses qu'on a pu voir ou lire, en ligne, si vous êtes renseigné un petit peu déjà sur le jeu,
Là, je parle au public, c'est pour ça que je suis passé au vouvoiement. Je sais qu'il est dit à plusieurs reprises que c'est un jeu avec une sorte de capitaine, et que, seul un seul des joueurs s'adresse au MJ. Alors, c'est pas loin de la vérité, mais c'est pas tout à fait comme ça. Heu, Tous les joueurs peuvent s'adresser au MJ et poser des questions. Simplement, il y a un joueur à la fois qui, manipule le corps. Hem, c'est un rôle qui tourne entre les joueurs. Donc c'est pas un système limitatif. Tout le monde peut intervenir et tout le monde a son moment de jeu, où il va pouvoir manipuler le corps, agir avec l'extérieur et ça va vite. C'est un jeu qui se joue, plutôt rapidement, il y a pas de temps mort, c'était un de mes objectifs et surtout, l'intérêt, à mon avis, c'est que, quel que soit votre personnage, vous êtes impliqué à tout moment, vu que ce qui se passe, ça se passe avec le corps que vous habitez vous aussi. Donc ça vous concerne. Si ça vous concerne, vous allez à un moment donné agir, parce que vous pensez faire mieux que les autres et il peut y avoir comme ça des moments, riches, entre joueurs, entre personnages sur, quelle est la meilleure solution, qui va faire quoi, et ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet d'avoir, le rapport OMJ, mais aussi et beaucoup le rapport entre les joueurs et sur un pied d'égalité. Donc voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de mettre dans le jeu, quelque chose où on peut, vraiment, s'amuser. Alors je sais que le thème est un petit peu sombre, un peu gothique, tout ça, mais on peut l'aborder, le jeu, de plein de manières différentes. Il peut y avoir aussi, un aspect très fun, très ludique à interagir avec les autres joueurs pour le contrôle du corps. Donc voilà, c'est la petite précision que je voulais ajouter, à la description du jeu. Ah, c'est vrai que c'est l'impression que ça m'a donné que c'est un jeu qui était très orienté roleplay au final, où ben, il va y avoir ben, plus d'interaction entre les joueurs que, on va dire, avec l'histoire, étant donné que ben, il y a une seule personne capable de faire les actions physiques, C'est vrai et en même temps, l'histoire, elle agit sur tout le monde en même temps. bien Donc, sûr. il y a 2 niveaux, il y a 2 niveaux d'action. Ce qui va changer par contre par rapport à une partie classique, c'est que là où, parfois les joueurs discutent entre eux, là, il y a pas de moment où les joueurs discutent entre eux, c'est les esprits qui discutent entre eux. C'est-à-dire que même quand, je sais pas, Corinne est en train de discuter avec François de la meilleure solution à faire, en fait, c'est pas Corinne et François, c'est leur personnage qui parle. Donc il y a pas de moment hors jeu. Tout est, in game et on va, avancer comme ça au fur et à mesure de la partie, sans en décrocher. D'ailleurs, c'est un petit peu, ça peut être un tout petit peu, pas perturbant, mais surprenant, lors des premières parties, qu'il y a pas les moments de pause habituels. On est tout le temps en train de jouer et du coup, le temps passe très vite. Euh, Déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer du jeu de rôle? Même si t'as un petit peu répondu à cette question en disant que c'était sur ta to-do Ouais, list. oui, bah, mais enfin, c'est une to do list, mais en même temps, une to do list, elle sort pas de nulle part. Moi, je crois que l'accès que j'ai eu, à la littérature notamment, c'est un accès qui vient, du jeu de rôle ou tout ce qui tourne autour. J'ai commencé à lire en lisant, voilà, les premiers bouquins que j'ai lus, c'est des livres dont vous êtes le héros. Donc livre dont vous êtes le héros, ensuite un peu de jeu de rôle et puis du jeu de rôle, on a envie de voir ce qu'il y a derrière. Donc on va lire du Lovecraft, on va lire du Moorcock, du Tolkien, du Frank Herbert, tout ça et petit à petit de là, on va pouvoir passer à la littérature, classique ou plus grand public, mais c'est une passerelle. Je pense que le jeu de rôle est une passerelle et le jeu de rôle permet de créer et de consolider des amitiés aussi, heu et ça, c'est important. Donc si je peux, par le biais de mon jeu de rôle, permettre ces 2 choses-là, moi, j'en serais assez content. Voilà, moi, je joue avec des joueurs que je connais depuis que j'ai 7 ans, quoi, donc c'est vrai que ça permet de conserver du lien et je pense que c'est important d'avoir du lien, aujourd'hui, dans notre société. Quelle a été l'étape la plus difficile pour créer ce jeu? Alors, l'étape la plus difficile, alors il y a des étapes intenses, ça ne veut pas dire qu'elles sont difficiles, notamment, toute l'étape de finalisation, de l'objet qui a été très intense, dernière, pour plein de raisons. Parce que c'est beaucoup de travail, parce que, en plus de la finalisation du jeu, j'ai eu un bébé, donc la grossesse de ma femme se déroulait en même temps que j'étais en train d'avancer et de terminer, le jeu. Je crois que les dernières corrections, je les ai faites la veille de son accouchement, donc
Il y a eu quelque chose de très mélangé, intense, à ce moment-là. Mais au-delà de ça, non, ce qui a été vraiment difficile à un moment donné, c'était, au début, je connais rien du tout au 19e siècle et j'ai très envie d'en parler. Comment je fais? Et à l'époque, il n'y avait pas forcément Wikipédia, il y avait pas forcément de solution facile, en fait, pour se documenter. Et je me souviens que j'allais emprunter chez des potes, des CD-ROM de comment ça s'appelle? D'encyclopédies, en fait, pour, pouvoir avoir des informations plus précises. Je me renseignais dès que je pouvais, dès que je tombais sur un bouquin, là-dessus, j'essayais de le lire. J'étais en fac, après mes études d'art graphique, j'ai fait 6 mois de fac et je me souviens que je passais, facilement 3 heures par jour à la bibliothèque pour essayer d'y comprendre quelque chose parce que j'y comprenais rien. Et pareil sur la littérature. Moi, Zola, Balzac, Maupassant, au lycée, c'était pas trop mon truc. Je pouvais tout à fait reconnaître que c'était bien écrit, mais en même temps, je comprenais pas toujours de quoi ça parlait. Je comprenais pas, comment ça fonctionnait, qui faisait quoi, quel était le régime, pourquoi est-ce qu'on parlait encore d'aristocratie après la Révolution, comment ça marchait en fait. Et du coup, toute cette phase-là de découverte et d'apprentissage, heu, de cette époque-là, ça a été très compliqué au début, et en même temps, c'est quelque chose qui, je pense, m'a beaucoup apporté. Heu, je pense que le 19e siècle, quand on le connaît un petit peu, permet de comprendre beaucoup de choses sur le 20e et le 21e siècle, de faire des parallèles, de voir aussi ce qui a marché, ce qui a complètement raté et de comprendre aussi des problématiques qu'on a encore aujourd'hui. Donc c'est effectivement une difficulté et en même temps, bah, ça apporte beaucoup de choses une fois qu'on a réussi à avancer un peu là-dedans. Mais ouais, non, de moments particulièrement difficiles, je j'ai pas l'impression que ça a été difficile. Ça a été long, ça a été très riche, mais pas difficile. Est-ce que du coup c'est ton premier jeu de rôle ou est-ce que t'en as écrit d'autres qui n'ont pas été publiés? Alors, j'ai écrit un truc, dans les années, 90 quand j'avais, entre 16 et 19 ans, je pense, qui s'appelait City of Sorrow, qui était The Crow RPG. En fait, c'était le une sorte d'adaptation de l'univers de The Crow. Alors l'univers de The Crow, il y a pas grand-chose en fait comme univers, mais tu vas remarquer que The Crow, c'est un personnage qui est mort, qui revient, heu et qui a des pouvoirs. Donc il y avait déjà, là-dedans quelques idées, même quelques idées de pouvoir qui ont finalement atterri dans le cabinet des murmures. Et c'était mélangé avec des trucs de Clive Barker, enfin voilà. Donc c'est absolument pas, publiable, mais c'était un premier exercice. J'ai dû faire 2 parties de ça, pas plus, parce que c'était pas abouti. Mais il y avait une envie quoi, déjà avec ça. Est-ce que j'ai écrit d'autres jeux de rôle? À part ça, non. Ah si, j'avais écrit, une adaptation d'Akira aussi quand j'avais 14 ans, mais c'est pareil, c'était injouable, donc ça n'a pas été joué et ouais, non, si par contre j'ai des projets de jeux de rôle, qui sont peut-être, qui pourront peut-être voir le jour ou pas, notamment, notamment un concept qui s'inspire du western et de l'histoire américaine, mélangée à l'époque biblique. Donc ça donnerait un monde de fantasy, dont les références, ce serait à la fois le western et la Bible. Pourquoi? Parce que dans la culture, américaine, notamment, chez les mormons, par exemple, il y a souvent une espèce de pas de confusion, mais de superposition, en fait, entre des thématiques, autour de la conquête de l'Ouest, par exemple, et des thématiques qui sont issues de la religion, issues de la Bible. Alors il y a déjà eu un peu ça avec, Dogs in the Vineyard et en même temps, bah, là, je pense, proposer autre chose. Mais il faudrait que j'arrive à avancer sur ce projet. Donc c'est un projet qui est pas fini du tout, qui est vraiment à l'état, latent, mais qui pourrait, à mon avis, donner quelque chose d'intéressant. Est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui voudrait écrire son jeu de rôle? Oui, ce conseil, ce serait de pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire de pas vouloir tout finir, parfaitement avant de commencer à en parler, à droite à gauche.
Je pense qu'un jeu de rôle, ça se construit par touches, on n'est pas obligé de tout apporter soi-même. C'est toujours intéressant d'avoir des retours qui peuvent être ceux d'un éditeur, si on veut le faire éditer. Mais si on veut le faire, pour soi ou pour son groupe de jeu, ce serait intéressant peut-être de le soumettre à la lecture à 1 ou 2 autres personnes régulièrement et puis de faire des tentatives. Ça sert à rien, je pense, de décrire un univers très compliqué, avant même d'avoir, imaginé ce qu'on pouvait faire avec. Il faut déjà avoir une idée de ce qu'on va jouer. Alors, je ne parle pas de personnages, hein, je parle de situation. De ce qu'on va jouer dans le jeu et essayer ensuite, d'apporter des choses pour permettre de jouer ce qu'on a envie de mettre en scène. Heu, c'est plutôt ça un jeu de rôle que la description d'un univers. C'est vrai que quand on est habitué à lire, je sais pas, une dizaine de volumes, sur les royaumes oubliés ou la totalité de Septième mer ou encore de tel autre monde avec un contexte très, très développé, on a l'impression que c'est ça le jeu de rôle. Mais en fait non. Je pense que le jeu de rôle, c'est, à quoi ça ressemble une partie et qu'est-ce qu'on a envie, de mettre en scène. Qu'est-ce que vont faire les joueurs? Et une fois qu'on a cette idée-là, c'est beaucoup plus facile de venir habiller, le décor, de concevoir un système de jeu, une fois qu'on a déjà posé ce principe-là. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est que, écrire un jeu, c'est très bien. Si on est dans une impasse, il vaut mieux arrêter et si quelques années plus tard, on a de nouvelles idées qui viennent, bah, on s'y remet. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Il vaut mieux faire, 10 essais et puis le 11e est le bon que, de s'arc-bouter sur un seul projet et passer des années dessus pour au final avoir quelque chose qui soit, sera imparfait parce qu'on n'aura pas eu l'expérience d'avoir fait d'autres tentatives, soit qui sera, peut-être un peu bancal ou qui n'intéressera, pardon, pas forcément beaucoup de monde parce qu'on ne se sera pas posé au départ forcément les bonnes questions. Donc essayer d'écrire un jeu de rôle, c'est très bien. Simplement, essayer et puis essayer de jouer rapidement avec pour voir si ça marche. C'est surtout ça qui va vous dire si, votre projet est viable, plutôt que, des tonnes et des tonnes de descriptions, d'univers, qui, au final, pourront peut-être ne pas du tout, intéresser, le public. Donc voilà, mais après ça c'est mes optiques à moi. Il y a peut-être d'autres manières d'aborder, l'écriture d'un jeu de rôle. Mais je pense que c'est vraiment ça, émuler un principe. Je veux mettre en scène tel type d'histoire, hein, comment je fais? Et essayer de voir si ça marche en jeu avant de se lancer dans une écriture qui peut durer très, très longtemps. Un peu plus tôt, tu nous disais que tu étais dans un groupe dans ta jeunesse. Est-ce que tu joues d'un instrument ou est-ce que tu étais au chant? Alors, j'aurais adoré jouer, d'un instrument, mais je suis très mauvais. J'ai possédé, une guitare pendant longtemps, j'ai possédé une basse aussi et passé, 4 accords, je suis incapable d'en faire plus, donc je chantais et je chantais en faisant du growl, c'est-à-dire c'était, du métal costaud, heu, entre le thrash et le death metal. Est-ce qu'il y a déjà des extensions prévues pour le cabinet des murmures, des campagnes, des recueils de scénarios ou autres? Alors on réfléchit beaucoup à la suite et en même temps, le jeu sort à peine en boutique, donc on va d'abord voir ce qui se passe. Est-ce que, il y a déjà une attente? Est-ce que, il y a des retours? Est-ce que, les gens qui vont, l'acheter et y faire jouer ou y jouer, formuleront des envies particulières? Je sais que de mon côté, moi j'ai, à peu près 3 scénarios de prêt. Donc ces scénarios, on les proposera à un moment donné forcément. Il est possible que ce soit par le biais d'une deuxième campagne, de financement participatif. Il est possible aussi que ce soit autrement, mais on va vraiment voir comment faire. Après sur les contenus, donc il y aura forcément du scénario, ça c'est sûr. Mais est-ce que ces scénarios seront mis avec des éléments de contexte? Peut-être faire des suppléments, heu, double emploi, un peu comme le guide de Paris qui est le supplément de l'écran, qui contient la description de Paris, mais aussi un scénario. Alors peut-être que les autres propositions qu'on fera seront un peu comme ça. Ou alors, on pourra même imaginer peut-être, un recueil de scénarios. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un recueil de scénarios et je ne serais pas contre le fait que d'autres auteurs, proposent des scénarios ou qu'on demande peut-être à d'autres auteurs d'en écrire. Je ne suis pas du tout réfractaire au fait d'avoir différents points de vue sur, l'univers, sur le jeu.
Au contraire, je trouve ça très intéressant, mais tout ça n'a pas encore été décidé. Donc oui, il y aura une suite, mais la forme qu'elle prendra, n'est pas encore déterminée. Alors, un petit peu dans la même veine, on me demande également si tu avais envisagé d'autres settings, donc notamment des régions différentes, peut-être plus exotiques, comme l'Asie ou l'Afrique, la Russie des Tsars, des choses comme ça. Alors envisager, oui, écrit, non. Par contre, c'est des choses qui effectivement pourraient être très intéressantes, même, le reste du monde en fait, l'Asie, l'Afrique, il y aurait des choses à faire ou même l'Amérique, hein, il pourrait y avoir une déclinaison western du Cabinet des Murmures, ce serait très intéressant, et il y a des éléments en plus qui permettraient, facilement d'aller entre l'Europe et l'Amérique. La Russie des Tsars, ce serait passionnant, mais là encore, il faudrait peut-être qu'on soit plusieurs pour le faire. Parce que j'ai pas, forcément toutes les connaissances et la documentation prend du temps. Donc moi je suis, là encore tout à fait ouvert au fait qu'il y ait, d'autres lieux qui soient décrits. Sur les scénarios, qui existent mais qui ne sont pas encore publiés, il y en a notamment un qui se passe à Londres. Donc déjà on pourrait sortir de Paris pour aller à Londres. Voilà, donc ça c'est sur, les autres lieux qui pourraient être explorés dans le cadre du jeu lui-même. Après, d'autres settings, parce que setting c'est un peu plus large, heu, je ne pense pas que je me lancerai dedans, mais on pourrait, à mon avis, décliner le système sur d'autres types d'univers. Je pense notamment à du cyberpunk. Mais à mon avis, c'est pas quelque chose que moi je développerai dans la gamme. C'est juste une suggestion, si un jour vous avez envie de tenter le coup, peut-être que vous pourrez décliner sur du cyberpunk. Eh ben écoute, c'est tout pour moi. Est-ce que tu as du coup un petit mot pour la fin? Bah, non, je veux juste te remercier. C'est la première interview, que je fais comme ça en live, donc merci beaucoup, de m'avoir proposé ça. Bah, j'espère surtout que, les gens qui ont écouté et regardé, cette interview auront envie de découvrir le jeu. Et puis voilà, si, il y a un groupe Facebook, le Cabinet des Murmures qui existe. Alors, c'est le seul élément, de communauté qui existe pour l'instant. On verra si, ça évolue, dans l'avenir, mais, si vous avez envie de suivre les actualités, du jeu, ça peut être une bonne manière de le faire. Donc, n'hésitez pas à venir vous y inscrire et puis voilà et surtout, si vous jouez au Cabinet des Murmures, je pense que vous passerez un bon moment. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne lecture si vous allez chercher le jeu et de très, très bonnes parties, lorsque vous y jouerez. Eh bien, c'était un très bon mot de la fin. Merci vraiment d'avoir accepté cette interview. Merci d'avoir pris le temps de nous parler de ton jeu. J'espère que je pourrai me le procurer rapidement, en tout cas. Et donc voilà, normalement il devrait être disponible dans toutes les bonnes boutiques très vite. Donc profitez-en et n'hésitez pas à nous partager vos retours d'expérience sur le jeu. J'en serai en tout cas friand. Merci à toi Romain. À la prochaine! Salut!